C'est précieux, la joie. Comment est-ce que la clandestinité vous a fait repenser cette émotion, la joie? Alors la clandestinité et la situation d'exil, moi je considère que j'ai été en situation d'exil dans mon propre pays, puisque je n'y ai pas grandi, que j'ai passé mon enfance ailleurs et que quand je suis retournée dans mon pays d'origine, donc les Comores, je me sentais complètement étrangère. Bonjour et bienvenue dans l'État-Afrique. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Toufat Moutar. Bonjour Toufat. Bonjour Jacqueline. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Alors, nous sommes là pour parler de votre livre « Choses qui arrivent », publié par les éditions Bayard, dans lequel vous racontez une période dans votre vie que vous avez passée dans la clandestinité après avoir été rejeté par l'administration française d'un titre de séjour étudiante. J'ai beaucoup aimé votre façon de parler de cette situation angoissante, insécure, à travers de votre corps. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on écoute notre corps? Eh bien, on apprend qu'il emmagasine beaucoup de choses. Donc déjà, avec ce livre, ce que j'ai eu envie de faire, c'était accéder à un territoire qui, je pense, m'a été interdit pendant très longtemps. Quand on est étudiant, étranger ou peu importe, parfois il nous arrive d'être complètement déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps parce qu'il y a des urgences qui nous semblent plus importantes. Et donc moi, je voulais savoir ce qui se passait à l'intérieur. Et ce qui s'y passait, c'est que toutes les expériences que j'avais pu vivre, elles étaient emmagasinées dans mon corps. Et donc, les mécanismes de défense, par exemple, que je me suis construit pendant cette période-là, je les connaissais déjà d'avant. Donc dans le livre, j'explore le territoire de ces mécanismes-là et je cherche à quel moment mon corps a commencé à construire des barrières, à construire des espèces de piquets comme ça, de murs pour me protéger de certaines situations, parfois pour trop me protéger ou parfois pour pas assez me protéger et donc il fallait renforcer. Donc il y avait tout un ensemble de mécanismes comme ça qui se sont mis en place et qui se sont manifestés aussi dans ma façon de me mouvoir, dans ma façon de faire les choses. Donc il y a des moments où je me suis rendu compte, une fois que la situation s'est arrangée, que je faisais les choses de manière très brusque, très rapide, que je ne supportais pas de prendre le temps. Pour moi, ne rien faire, je pense pour beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, ne rien faire, c'est déjà c'est un exploit. Quand vous dites dans votre livre la clandestinité, vous étiez trop intime. Donc on a l'impression vraiment qu'il y avait même une invasion corporelle due à cette expérience que vous avez vécue. Est-ce que la littérature vous a aidé, l'écriture aussi, à un peu sortir de cette expérience? Alors je me suis beaucoup réfugiée dans les livres, mais réfugiée au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que j'allais dans les librairies plutôt que dans les bibliothèques, parce qu'en librairie, je pouvais acheter un livre, et dans un livre, je pouvais lire le livre, et à un moment, le livre me donne une idée, et donc je me mettais à écrire, même quand j'avais un carnet à côté de moi, je ressentais le besoin d'écrire dans le livre. Donc de consigner mes idées à l'intérieur du livre qui m'avait donné cette idée-là. C'était une manière d'habiter un territoire qui n'était pas forcément le mien, mais que cette fois, j'avais le droit d'habiter. C'est précieux, la joie. Comment est-ce que la clandestinité vous a fait repenser cette émotion, la joie? Alors la clandestinité et la situation d'exil, moi je considère que j'ai été en situation d'exil dans mon propre pays, puisque je n'y ai pas grandi, que j'ai passé mon enfance ailleurs et que quand je suis retournée dans mon pays d'origine, donc les Comores, je me sentais complètement étrangère. Et donc je pense qu'il y a un message qui s'est enregistré dans mon esprit, comme ça se passe souvent, qui disait que la joie, elle est toujours fragile. C'est toujours quelque chose de très ténu. Et donc, quand je bascule dans cette période-là de clandestinité, il y a une décision qui se prend à l'intérieur de mon esprit, une décision qui dit, cette fois-ci, ça ne va pas être aussi fragile que ça. Je ne vais pas laisser cette situation me prendre la joie et donc je vais la défendre, en fait. Et je pense que la joie, c'est quelque chose qui se défend. Et donc, dans le livre, j'essaye de l'aborder comme ça. J'essaye d'aborder ce qui se fait, de me poser la question, qu'est-ce que ça fait si aujourd'hui, maintenant, je décide de préserver la joie plutôt que de la laisser m'arriver? Qu'est-ce que ça fait de changer de perspective et de décider de la créer moi-même, malgré tout,
même quand tout autour de moi me dit « tu n'as pas le droit d'être joyeuse », qu'est-ce que ça fait si moi je résiste à ces voix-là et que je décide de la créer moi-même? Et ça crée tout un ensemble d'actions, tout un ensemble de pensées que l'on va s'entraîner à construire à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est comme une espèce de patrimoine qui fait que maintenant, peu importe ce qui peut arriver, je sais que j'ai ce coffre-là quelque part qui sera toujours là et dans lequel je pourrai toujours m'approvisionner. Votre père était diplomate, donc vous avez vécu dans plusieurs pays quand vous étiez très jeune. Comment cette expérience vous a changé votre regard sur l'identité, sur notre façon d'appartenir à un pays, à un territoire? J'ai eu affaire à beaucoup de désillusions, c'est-à-dire que j'ai pensé appartenir à un pays et après il fallait partir. Je pense que c'est ce qui marque ce parcours-là et que j'avais eu envie d'étudier aussi, d'explorer, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on quittait un pays, c'était à cause d'un conflit. Tout le temps. Et donc, systématiquement. Donc pour moi, quitter un pays, c'est définitif et c'est conflictuel. Donc quitter tout court, c'est définitif et c'est conflictuel. Et donc c'est comme ça que le logiciel a été construit. Et donc le fait de ne pas appartenir à un endroit, je pense qu'à chaque fois que je suis quelque part, que je suis dans un domaine professionnel ou dans un domaine, un territoire, j'ai ce réflexe de toujours essayer de ne pas appartenir pleinement à cet endroit-là. Un peu comme pour rappeler aux gens que, attention, vous ne me possédez pas entièrement, en fait. J'ai aussi d'autres identités ailleurs. J'existe au-delà de l'espace dans lequel on a envie de me circonscrire. Et même quand on n'a pas envie de me circonscrire spécialement, j'ai toujours ce besoin de revendiquer le fait que je n'appartiens à nulle part. Et en fait, pendant cette période, je pense que, et en écrivant ce livre aussi, je me suis rendu compte que si, j'appartenais à quelque chose. Peut-être à moi-même, à la littérature, à l'art, aux arts en général. Je me suis créé en fait un territoire. Donc cette période-là d'exil forcé m'a amené, moi, à me créer un territoire qui est identifié par des langues, on parle le français, l'anglais, l'arabe, par la multiplicité. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'appartiens à la pluralité. Et comment votre regard, la notion aussi de la territoire, de l'environnement a changé pendant cette période? Là, vous vivez à Paris. Est-ce qu'on peut flâner? Est-ce qu'on peut vraiment arbitrer les rues quand on vit dans cette situation, quand on a cette angoisse dans nous? On les arpente au début un peu avec hésitation, avec l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. Et puis, au fur et à mesure, on s'habitue en fait à les arpenter différemment. On essaye d'investir certains espaces. C'est drôle parce qu'on s'interdit des espaces et on s'en autorise d'autres. Et on fait des rencontres aussi. Et on se rend compte qu'on n'est pas la seule personne à vivre dans cette situation-là. Donc on échange, on plonge dans des groupes auxquels on ne se serait pas forcément intéressé si on n'avait pas été dans cette situation-là. Donc je pense qu'on se découvre des sortes de nouvelles familles, de nouvelles bulles comme ça, de familles. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'expérience et dans le fait de se pencher dessus dans un livre, c'est qu'on se rend compte après coup. En fait, écrire ce livre, c'était comme ouvrir un coffre dans lequel j'avais emmagasiné des choses à l'aveuglette. Et donc, quand je l'ouvre, je me rends compte de tout ce que j'ai emmagasiné. Je me dis, ah oui, quand même, il y a eu beaucoup de choses dans cette période que je croyais vide. Parce qu'une fois que cette période est finie, tout ce qu'on a envie de faire, c'est rattraper le temps perdu. Vite retrouver un travail, vite reprendre des études, vite se marier, vite avoir des enfants, vite répondre à toutes les injonctions qu'on a pu avoir autour de soi. Et puis quand on ouvre ce coffre-là, on s'aperçoit que on avait déjà ce à quoi on pense aspirer aujourd'hui, on l'a conquis en fait par soi-même. Et c'est peut-être ça qui est beau en fait. C'est une écriture qui est très fluide. Vous avez écrit dans très peu de temps, c'est l'impression que j'ai. Et c'est une écriture qui est aussi très surréaliste. Vous évoquez le peur comme un crocodile, Gustave le crocodile. Il y a aussi un certain élément de spiritualité. Comment la spiritualité vous a aussi aidé pendant cette période? Alors la spiritualité m'a beaucoup portée dans le sens où elle m'a permis d'identifier ma partie de destin à d'autres destins qui sont présentés comme étant plus grands. Ça peut être des destins mythiques, vrais ou pas, c'est vraiment là qu'on apprend que ça ne compte pas en fait. En fait, je pense qu'on vit dans le monde auquel on croit et on vit dans le rêve qu'on se construit. Et tant que ça nous porte,
c'est suffisant. Je discutais avec une amie dernièrement qui a des difficultés familiales, donc il y a un membre de sa famille en grande difficulté de santé, et on en discutait, et puis je lui disais, tu sais, c'est intéressant parce que selon la croyance dans laquelle tu as grandi, tu abordes ce problème-là de façon complètement différente. Si tu l'abordes d'une manière pratico-pratique, pragmatique, oui, c'est un problème de santé, c'est difficile, ça va être compliqué. Mais si tu l'abordes d'une façon avec un certain bagage spirituel, bah, tu y trouves un sens, ou tu y cherches un sens. Et je pense que le fait de chercher un sens, souvent on me le reproche, hein, on me dit mais tu cherches un sens à tout. Mais je trouve que ça stimule l'esprit et ça nous permet de ne pas nous arrêter sur quelque chose de difficile, de ne pas nous réduire, nous circonscrire aux choses qui nous arrivent. Voilà. Vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la clandestinité est quelque chose d'éminemment masculin. Elle ne concerne pas les femmes, les enfants. Par contre, votre livre porte sur une écriture que je trouve assez féminine parce que ça explore vraiment le territoire intérieur. Donc, comment vous faites l'exception entre la clandestinité à le masculin et la clandestinité à le féminin? C'est-à-dire que quand on parle de clandestinité, oui, on va plus souvent dire des réfugiés au pluriel masculin, des migrants, des clandestins. C'est très rare que j'entende des migrantes, des clandestines, sans qu'on y associe une notion de fragilité qui sont intrinsèques au fait qu'on soit une femme. Et donc, alors fragilité, donc c'est quelqu'un de plus atteignable, quelqu'un qu'on peut frapper plus facilement ou qu'on doit protéger, mais absolument pas quelqu'un qui a sa propre agentivité, son propre pouvoir de décision et son propre pouvoir d'action, et qui a peut-être besoin d'un coup de pouce, mais qui agit par elle-même. Et ce que j'avais envie de faire, je pense, c'était d'explorer ce territoire-là de l'exil, de la clandestinité et de la recherche de la joie d'une façon peut-être plus intérieure à moi-même, peut-être plus interne, et de me demander ce qui se passerait si moi, en tant que femme, en tant qu'individu, je cessais de me considérer comme étant un homme ou une femme selon ce que la société nous donne comme définition et que je décidais de me demander comment moi je l'ai vécu. Et c'est vrai que je pense que quand on est une femme, forcément, quand on parle de femmes réfugiées, on va voir des femmes avec des enfants, la plupart du temps, des femmes enceintes. Il y a toujours cette idée-là de lien avec la vie qui est en train de se créer, mais la vie qui est encore très, 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 très fragile, très vulnérable. Et ça reste toujours à ce stade-là. Mais pour moi, c'est une force incroyable d'arriver à porter toutes ces choses-là, d'arriver à porter cette image, cette étiquette de petites choses fragiles et de décider quand même de porter son destin en bandoulière et de se dire « Allez, je vais y aller, je vais chercher une meilleure vie, je vais construire une meilleure vie pour moi, pour mes enfants. » Et je voulais vraiment explorer cela. Je pense que je n'ai pas énormément lu de récits dans lesquels on parle d'aventures féminines. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais d'aventures de mise en danger concernant les femmes ou concernant les gender fluides aussi, mais on n'en voit pas énormément. Et donc moi, j'avais envie de le vivre ça, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Qu'est-ce que ça donne si on décide de voir ça comme une aventure, mais pas comme quelque chose de très fragile qui est voué à l'échec si on ne lui vient pas en aide. Enfin, vraiment, ce qui sort de ce livre, c'est vraiment de la résilience. C'est ça que j'ai trouvé qui est ressorti aussi de l'espoir. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre livre « Choses qui arrivent », publié par les éditions Bayard. Et comme toujours, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.